Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans sa démonstration, Deleuze n'utilise quasiment jamais, c'est pas quasiment, n'utilise jamais le terme en question. Ce qui l'intéresse, c'est pas cette partie de la phrase, c'est une autre partie de la phrase. Autre partie de la phrase qui, elle, est philologiquement juste. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? À partir de là, la démonstration de Doriot est fausse. Il est en train de dire il a fait une erreur parce que le texte d'origine est faux, sauf que le raisonnement de Deleuze ne porte pas sur ce point fautif de la phrase. Sauf que Doriot ne s'en est pas rendu compte. Il était tellement persuadé qu'à partir du moment où vous travaillez sur un texte qui n'est pas pur, vous allez nécessairement faire une erreur philosophique, qu'il n'a pas vu qu'un texte pur n'existe pas en soi et qu'il peut y avoir dans une même phrase des parties corrompues et d'autres qui ne le sont pas. Corrompu, c'est un terme de philologie. Hein. Corrompu, ça veut dire qui est différent de l'original. Voilà. Ça, c'est selon moi ce que la philologie, la philosophie, et ça, je trouverais intéressant qu'il y ait une réflexion sur ces questions-là actuellement, parce que d'une certaine manière, les philosophes se sont lavé les mains de la philologie et l'ont laissé à des philologues qui ne font que ça et qui le font mal, et les philologues se sont lavé les mains de la philosophie et l'ont laissé à la philosophie, co-philosophes qui le font mal. Alors que je trouve que les philosophes intéressants, et tous les philosophes que vous pouvez rencontrer, pas parler de René entre autres, mais sont tous quelque part des philologues, sont tous allés voir les textes. Ils ne parlent pas grec, c'est pas grave. Ils ne parlent pas latin, c'est pas grave. On a toujours un dictionnaire de latin sur soi, on a toujours suffisamment pour pouvoir lire une phrase, deux phrases, trois phrases et comparer. Parce que cette phrase, elle nous interroge. Elle nous interroge suffisamment que pour que sous tout un texte de Virgile, effectivement, on ne va pas lire tout le texte de Virgile en latin, moi j'en serais bien incapable, mais cette phrase-là, ce moment-là, il est tellement beau, il est tellement poétique que j'ai au moins envie de l'entendre en latin, dans mon mauvais latin, dans ma mauvaise lecture, et puis je vais en faire une traduction. Probablement fautive, parce que je ne connais pas toutes les déclinaisons, mais il n'empêche, ça c'est un travail de philologue, réellement. Et ça, je crois que le centaure, et c'est ce que cette thèse voulait également démontrer, messieurs et mesdames du jury, je crois que le centaure philologique et philosophique aurait tout intérêt à exister, c'est pour ça que cette thèse était composée, la thèse était composée en trois parties, une partie philologique, une partie philosophique, et une partie qui essayait de réfléchir à la jonction des deux. Donc, un autre terme peut être proposé en place de composer, ce serait peut-être celui de manipuler. La nécessité de cette thèse, qui n'est après tout que le signe d'une rencontre, non pas la rencontre de mon moi avec le moi de Nietzsche, mais au contraire la répétition de la rencontre d'un individu qui se met à l'épreuve de l'éternel retour avec des fragments écrits par un seul et même jugement esthétique. D'accord ? Un jugement esthétique qui se nomme chaque fois différemment, tout en restant le même. Nietzsche, Homère, Shakespeare, Cervantes, Proust, pour parler de ceux qui sont pour moi, que je repère comme étant des jugements esthétiques. Jugements esthétiques qui se dissolvent. La nécessité de cette thèse, donc, fut peut-être au bout du compte de soutenir l'insoutenable en cette période démocratico-molle, à savoir se battre contre l'idée que toute manipulation, étant potentiellement coupable d'être perçue comme une falsification, donc de lutter contre une période qui pose que toute manipulation étant potentiellement coupable d'être perçue comme une falsification, il faut se justifier, y compris pour l'idéal et contre le réel, que sa démarche est débarrassée de toute manipulation. Eh bien, moi je lutte, et je pense que la philosophie doit lutter, contre cette attitude, cherchant à habiter une posture idéale qui s'avérera toujours, c'est ce que Freud nous a appris comme étant le principe de réalité, impossible à tenir. Car toute saisie d'un texte est manipulation du texte. Toute lecture est rencontre. Je vous remercie. Allez. Oui, c'est très, très, très bien. Je te remercie infiniment de ce qui s'est passé. Et tout à fait... De la communication. Tout à fait original et remarquable. Donc, une thèse avec félicitations. Mais peut-être, là, je ferai juste une remarque, c'est que je pense que ça a dû passer par-dessus la tête d'une façon totale de nos amis des étudiants chinois. Et il y a quelque chose qui a passé complètement par-dessus ma tête,
là, je dois le dire franchement, c'est il faudrait que tu me reprennes un tout petit peu la partie que tu as donnée sur la philologie. Là, je n'ai pas du tout compris, parce que tu as été trop allusif. Je n'ai pas très bien saisi qu'est-ce que c'était. Si c'était un passage de Deleuze, si s'agissait de quelque chose, d'un passage de Nita, il faudrait que tu expliques peut-être un petit peu plus lentement, clairement et succinctement, même quitte à trancher dans ce que tu as dit, juste pour détacher une ou deux phrases, mais qui soient littéralement explicites. Il faut dire que Deleuze, dans sa thèse, dans son livre sur Nietzsche, ne dispose pas de l'édition Cogni. Il a travaillé sur Geneviève Blanqui, c'est sur la volonté de puissance, qui a été édité par Geneviève Blanqui. Donc sa volonté de puissance en tant que livre maintenant n'existe pas comme telle, puisqu'elle a été déconstruite, reprise dans l'ensemble de l'édition Cogni. Mais je n'ai pas très bien compris le problème spécifique s'il s'agissait d'un terme ou d'une phrase ou d'une terme. De quoi s'agit-il exactement? Alors, Innerer, Ville et Innerer, Welt. Ville et Innerer, Welt. Ville et Welt. Non. Innerer, Ville et Innerer, Welt. Voilà. C'est ça qu'écrit Nietzsche. Voilà. En fait, il écrit Ville dans quelle phrase? Dans une phrase sur la volonté de puissance. Il écrit la volonté de puissance doit être considérée. Oui, Nietzsche. En allemand, Nietzsche. Dans un des fragments, il écrit, je ne sais plus la phrase exacte. La volonté de puissance est une volonté intérieure. D'accord? Il écrit une volonté intérieure. Oui. Il s'avère que dans la retranscription qui a été faite de ce manuscrit, il y a eu une mauvaise lecture. Est-ce qu'elle était intentionnelle ou est-ce qu'elle ne l'était pas? Ça, c'est une grande question. Mais elle a été traduite Innerer Welt est un monde intérieur, ce qui change un petit peu la donne. D'accord? La volonté de puissance, comme l'expliquait René. Vous connaissez l'histoire de la volonté de puissance ou pas? Alors ça, c'est peut-être intéressant de la reprendre. Vous la connaissez ou pas? Vaguement? Je vais la reprendre parce que c'est une histoire assez intéressante. En fait, Nietzsche, les dernières années de la vie de Nietzsche ont été assez compliquées. Parce que Nietzsche a eu un moment, un projet, qui était d'écrire un grand ensemble philosophique avec des plans successifs. Donc il y a eu plusieurs plans sur plusieurs années, entre 1886-7 et 1889, à peu près, date où il est devenu fou, janvier 1889. Donc il avait comme projet d'écrire un livre qu'il a titré de tout un tas de titres, voilà, sur lesquels il a fait plusieurs plans, en 2 parties, en 3 parties, en 4 parties, titrés très différemment les uns des autres. D'accord ? Un des titres provisoires, et un des titres provisoires était La volonté de puissance. D'accord ? Wille zum Macht, c'était un des concepts qu'il avait déjà utilisé dans Le Gai Savoir. C'est un terme qu'il avait déjà construit. Ce qui s'est passé, c'est que Nietzsche écrivait beaucoup sur des papiers et utilisait ses écrits pour écrire ses livres. D'accord ? Sur cette période-là, il écrivait donc encore plus que d'habitude. Beaucoup de plans, beaucoup d'idées, beaucoup de notes, etc. Et aux alentours de 1887-1888, il a rassemblé plusieurs de ces morceaux qui devaient composer donc ce tout. Il les a composés en livres. D'accord ? Le premier de ce livre fut Par-delà bien et mal. Okay ? Et la généalogie de la morale. Okay ?
Dans la première édition de la généalogie morale, en 4e de couverture de l'édition allemande, il y a marqué « Ce livre est la première partie d'une suite à venir ». Voilà, donc à cette époque-là, il avait cette idée-là. Sauf que Nietzsche changeait d'avis éditorial comme de chemise, j'imagine qu'il changeait beaucoup de chemise, et très rapidement, il abandonnait un projet pour en ouvrir un autre. En fonction de quoi? De beaucoup de choses. Déjà, des contraintes éditoriales. C'était une des seules sources de revenus qu'il avait. Il faut quand même le dire. Il n'était pas riche, même s'il était protégé par tout un tas de choses. Il s'était mis tous les Wagneriens à dos, quand même, ce qui faisait une bonne partie de l'intelligentsia allemande à dos. Le Par-delà bien et mal s'est vendu à 350 exemplaires, hein, première édition. Voilà, ça en dit long sur la façon dont il a pu être reçu à un moment, même si après il y a énormément de succès à partir de l'Antéchrist. Bon, peu importe. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compiler ces morceaux en des livres qui vont sortir, mais alors à une vitesse faramineuse. En 88, il va sortir tout un tas de livres, d'accord, qui vont sortir, et alors c'est là où ça devient compliqué, ils vont sortir avant qu'il devienne fou, après qu'il devienne fou, et de façon posthume. Nietzsche devient fou en janvier 1889. Mais il meurt en 1900. Ce qui fait qu'il a vécu 11 ans dans un état quasi végétatif. Grande discussion sur qu'avait Nietzsche. Selon son médecin qui l'a hospitalisé, je le reproduis dans la thèse, le diagnostic et la fiche clinique de Nietzsche. Visiblement, c'était une syphilis tertiaire, ce qu'on appelait à l'époque une paralysie générale, ce qui est tout à fait discutable comme diagnostic. Enfin bon, certains signes ressemblent effectivement. Notamment le fait qu'il avait les pupilles dilatées de façon asymétrique. Enfin bon, il y a plusieurs choses, mais il y a d'autres choses qui ne corroborent pas ça. Bref, pendant ces 11 ans, il n'a eu aucun droit éditorial. C'est sa sœur qui a tout repris. Sa sœur et son ami Peter Gast. Peter Gast qui est quelqu'un de très important. Pourquoi? Parce que Peter Gast a notamment été le co-écrivain de Humain trop humain. À l'époque de Humain trop humain, Nietzsche était très malade. Avant, donc si vous savez un petit peu, Humain trop humain, Nietzsche se fâche avec Wagner. Il est très malade, il devient quasiment aveugle, il ne peut plus écrire, et c'est Peter Gast qui écrit quasiment tout, lui proposant même des parties. Il dit dans Humain trop humain que ce livre a été écrit beaucoup plus par Gast que par lui, à un moment dans le texte. Donc Gast, qui est quand même l'ami de très longtemps, prend les textes et les republie. Enfin, les agences, parce qu'ils étaient quasiment prêts à être publiés. D'accord? Nietzsche avait fait presque le bon à tirer. Donc, c'est quoi ces textes? C'est Ecce Homo, c'est l'Antéchrist, c'est contre Wagner, et c'est Nietzsche, l'Antéchrist contre Wagner, et le Crépuscule des idoles. Le seul ayant été publié, c'est le Crépuscule des idoles contre Wagner. Les autres étaient prêts, sauf qu'ils étaient prêts, mais ils n'étaient pas prêts, tout simplement parce que quand on regarde philologiquement comment est-ce qu'il a publié ce qu'il a publié, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la plaque du compositeur, il venait encore changer les morceaux. D'accord? Il n'empêche que les textes ont été publiés. Ces textes-là faisaient partie d'un tout, a priori, qui était la volonté de puissance. Les travaux récents, c'est-à-dire dans les années 40, 50, en fait réellement dès les années 30, parce que je montre dans ma thèse avec d'autres, dès les années 30, on montrait que Nietzsche avait abandonné l'idée d'une volonté de puissance dès les années 86-87. Déjà, il savait qu'il ne publierait pas un gros bouillon. Dès qu'il a paru, Par-delà bien et mal est paru, il savait très bien qu'il le ferait. D'accord? Il n'empêche que c'était toujours là, il se posait la question. Après sa mort, sa sœur, qui s'est, comme vous le savez, coquinée avec les nazis, a repris tous les papiers de Nietzsche et a décidé de les agencer sous une forme qu'elle a appelée la volonté de puissance. En fait, elle l'a fait avec Peter Gast. La volonté de puissance, utilisant un plan, en l'occurrence un plan de 87, il me semble, je ne suis pas très sûr, 86 ou 87, qui est le plan le plus précis, donc en 4 parties. Elle a agencé, elle a réparti des fragments, donc des fragments datant d'écrits de 1869 jusqu'à 1988. À partir de là, la démonstration de Doriot est fausse. Il est en train de dire il a fait une erreur parce que le texte d'origine est faux, sauf que le raisonnement de Deleuze ne porte pas sur ce point fautif de la phrase. Sauf que Doriot ne s'en est pas rendu compte.
Il était tellement persuadé qu'à partir du moment où vous travaillez sur un texte, ils se sont lavé les mains de la philosophie et n'ont laissé à la philosophie, la co-philosophe, qui le font mal. Alors que je trouve que les philosophes intéressants, et tous les philosophes que vous pouvez rencontrer, pas parler de René entre autres, mais sont tous quelque part des philologues, sont tous allés voir les textes. Ils ne parlent pas grec, c'est pas grave. Ils ne parlent pas latin, c'est pas grave. C'est selon moi ce que la philologie et la philosophie, et ça je trouverais intéressant qu'il y ait une réflexion sur ces questions-là actuellement, parce que d'une certaine manière, les philosophes se sont lavé les mains de la philologie et l'ont laissé à des philologues qui ne font que ça et qui le font mal, et les philologues. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans sa démonstration, Deleuze n'utilise quasiment jamais, c'est pas quasiment, n'utilise jamais le terme en question. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est pas cette partie de la phrase, c'est une autre partie de la phrase. Autre partie de la phrase qui, elle, est philologiquement juste. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? Qui n'est pas pure. Vous allez nécessairement faire une erreur philosophique, qu'il n'a pas vu qu'un texte pur n'existe pas en soi, et qu'il peut y avoir dans une même phrase des parties corrompues et d'autres qui ne le sont pas. Corrompu, c'est un terme de philologie. Hein. Corrompu, ça veut dire qui est différent de l'original. Voilà. Ça...